alors, est-ce que dans les écoles, il faut aller plus loin, selon vous? Est-ce qu'on peut encore les maintenir ouvertes, ces écoles? Écoutez, moi je crois qu'on peut les maintenir ouvertes quand il n'y a pas de cas. Je crois qu'on peut les maintenir ouvertes en protégeant les personnels qui y travaillent, les enseignants, mais autour d'eux, toute la communauté éducative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les vacciner dès maintenant? Ça veut dire les vacciner, ça veut dire leur fournir des masques. Excusez-moi, mais dans des écoles de Villejuif où je vis, les enseignants ont eu des masques en tissu à la rentrée qui ne sont même pas des masques de catégorie 1. Donc je veux dire, Ils n'en ont plus depuis? Et voilà, ils n'en ont pas reçu d'autres, ni même des nouveaux, ni même des... On est dans une situation aujourd'hui, dans un certain nombre de départements confinés en Île-de-France, je pense à la Seine-Saint-Denis, je pense aussi au Val-de-Marne qui atteint un taux de contamination, etc., très élevé, où effectivement, si on dit qu'il faut garder les écoles ouvertes, mais pas n'importe comment. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, les enseignants ne sont pas protégés pour vous? Mais bien sûr. Par l'éducation nationale? Mais bien sûr que effectivement l'éducation nationale ne protège pas ces personnels, alors que l'État demande au privé de protéger, etc. Là, je trouve qu'on est en dessous, très 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 nettement en dessous, et que forcément cela crée énormément de tensions et d'incompréhension et d'inquiétude. Sophie Taillé-Polian, est-ce que selon vous ce texte est utile pour lutter contre l'islamisme radical? Écoutez, je crois que non. Je crois que non. Je crois que ce qu'il faudrait pour lutter contre l'islamisme radical, c'est davantage de moyens pour les services sur le terrain, c'est davantage de moyens pour la plateforme Pharos, et c'est ce genre de choses qu'il faudrait faire en intensifiant véritablement et en donnant des moyens supplémentaires dans le temps. Voilà. Ça, je crois que c'est absolument essentiel. Je ne pense pas que ce texte soit utile sur le plan de la lutte contre l'islam radical. Pour autant, je crois que voilà, d'autres mesures, par contre, seraient à mettre en œuvre. Mais comme ce ne sont pas des mesures qui permettent un grand plan de communication, on préfère nous faire une loi. Sophie Taillé-Polian, vous avez participé hier à la marche pour le climat, des milliers de personnes qui ont défilé dans toute la France. En quoi cette loi manque d'ambition pour vous? Écoutez, le président de la République avait dit qu'il y avait un contrat moral entre lui et les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat. On ne peut pas parler de contrat moral et après proposer devant le Parlement une loi qui est très nettement en dessous des objectifs affichés. Et ça, tous les observateurs l'ont dit, que ce soit les citoyens qui ont écrit la loi, que ce soit le Haut Conseil au climat que le président de la République a lui-même institué et qui dit très clairement que cette loi ne permet pas de répondre aux objectifs que le président lui-même avait fixés. Donc à un moment donné, on ne peut pas dire qu'on est le champion de la lutte contre le réchauffement climatique et contre l'affaissement de la biodiversité. Et quand il y a des propositions sur la table qui ont été travaillées, qui ont été élaborées conjointement avec des experts, avec des hauts fonctionnaires pour l'écriture, etc., on ne peut pas balayer cela d'un revers de la main. Donc en réalité, on voit bien que ce gouvernement est dans la parole concernant le climat, mais dans l'action, il n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que pour ce gouvernement, je pense que l'action des lobbies est très importante. Je pense qu'il y a confusion entre l'intérêt général et les intérêts privés. Et que donc, au moment du choix, ça tombe dans le mauvais sens.